Et donc là, j'ai le plaisir d'être accompagné par de très belles personnes. Et comme je suis un animateur un peu flemmard, je vais vous laisser vous décrire par vous-même. Ok, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle donc François Mallet, je suis comédien d'un spectacle qui s'appelle Heureux soient les fêlés, notamment auteur, patineur artistique aussi, ça n'a aucun rapport, mais tous ensemble. Et je vis avec un trouble bipolaire qui a été diagnostiqué il y a 8 ans maintenant. Voilà, bienvenue. Enchanté. 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 Bonjour, je suis Julien Carpentier, je suis scénariste et réalisateur. Et j'ai réalisé un film qui est sorti l'année dernière au cinéma qui s'appelle La vie de ma mère avec Agnès Jaoui, William Lebguil, Alison Wheeler et Salif Cissé et qui parle de la bipolarité principalement du point de vue de l'aidant. Et spoiler alerte, c'est une histoire que je connais bien. Voilà. Enchanté. Enchanté. Bonjour, merci aussi à toute l'équipe de Pop & Tea de m'avoir invitée. Donc moi, je suis Emeline Marlinge, je suis médecin psychiatre, je suis praticien hospitalier. Je travaille au centre expert des troubles bipolaires de l'hôpital Fernand Vidal à la PHP et largement soutenu et financé par la Fondation Fondamentale. Et je ne suis ni comédien, ni artiste, ni rien du tout. Enchanté. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Flavie. Je suis hyper honorée d'être là. C'est genre trop bien pour moi parce que j'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire il y a 2 ans, à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que j'ai souvent l'opportunité de prendre la parole à propos de mon trouble et de mon vécu. Donc je suis hyper contente d'être parmi vous et si je tremble un peu, c'est carrément OK parce que je suis un peu stressée aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Enchanté. Et qu'on lui dise enchanté. Enchanté, Flavie. Et moi, j'ai oublié de me présenter. Du coup, moi, je dirige le média La Fabrique des Soignants, qui est un média associatif qui vise à décrypter le fonctionnement du système de santé et mettre en avant des récits qui sont difficilement visibles dans la santé. Et je suis aussi une personne concernée par les problèmes psychiques. Et donc, avant de commencer à parler des récits, de parler de l'art, etc., je vais demander à Emeline, la médecin ici présente, de nous faire un peu un topo médico et scientifique sur c'est quoi en fait la bipolarité. Alors, pour commencer, je vais peut-être dire ce que ça n'est pas. Donc, ça n'est pas un mythe, ça n'est pas un effet de mode et ça n'est pas une construction de la psychiatrie neurobiologique moderne. Donc, le trouble bipolaire, c'est une pathologie psychiatrique qui est fréquente. Donc, selon les études, c'est à peu près, ça peut aller jusqu'à 4-5% de la population générale qui peut être atteinte de ce trouble. Donc, en fait, c'est beaucoup en médecine. C'est une pathologie qui a été en fait décrite depuis toujours. Donc, on retrouve les premières traces dans l'Antiquité avec Hippocrate, et puis après au 19e siècle où on parlait de folie circulaire, et puis au 20e siècle où on a commencé à distinguer les troubles bipolaires des gens qui présentaient uniquement des dépressions récurrentes, pour arriver jusqu'à notre époque et à la définition. Alors, on a parlé à un moment donné aussi de psychose maniaco-dépressive. C'est la même chose, et le terme qui est maintenant utilisé, c'est le terme de trouble bipolaire. Donc, au centre expert et un peu partout, en fait, on utilise les définitions des classifications internationales pour que tout le monde parle de la même chose dans le monde, notamment en termes de recherche fondamentale et clinique. Donc, qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire ? C'est une pathologie qui va se caractériser par le fait que les gens qui en souffrent, ils vont traverser différentes phases. Donc, des phases dépressives, là encore, ça correspond à une définition précise. On parle, nous, les psychiatres, d'épisodes dépressifs caractérisés maintenant, qui se manifestent par la présence ensemble d'un certain nombre de symptômes, dont un des symptômes principaux, c'est l'humeur qui est triste,
qui va être associé à une modification du vécu émotionnel, avec des pensées qui vont être ralenties, qui vont être plus négatives, un pessimisme, des idées noires ou des idées suicidaires, une incapacité en fait à ressentir le plaisir. Il y a aussi des symptômes plus physiques, donc avec une fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Et puis des symptômes cognitifs, c'est-à-dire que les gens vont se sentir ralentis avec des difficultés attentionnelles et des difficultés de la mémoire. Et pour qu'on parle d'épisodes dépressifs caractérisés, il faut que tous ces symptômes, un certain nombre de ces symptômes soient présents tous les jours, toute la journée, pendant une durée d'au moins 2 semaines, et que ça entraîne en fait une souffrance significative et que ça empêche le fonctionnement. Donc c'est ça un épisode dépressif. À l'inverse, les patients qui souffrent de troubles bipolaires, ils vont présenter des phases d'excitation. Donc les phases d'excitation, elles sont caractérisées par une humeur qu'on dit expansive, donc c'est-à-dire une humeur qui peut être joyeuse, c'est pas systématique, mais qui a tendance à être joyeuse d'une façon anormale en fait pour la personne, associée ou non à de l'irritabilité et à d'autres symptômes avec des idées une estime de soi qui est augmentée. On parle d'idées de grandeur, ça peut aller jusqu'à des idées délirantes, mégalomaniaques. Il y a une accélération des pensées qui va se traduire en fait dans le langage qui peut devenir difficilement compréhensible, qui va se traduire dans la production écrite aussi par exemple. Ça va être associé à une agitation psychomotrice, c'est-à-dire vraiment une agitation physique qui est perceptible. Et puis on va voir aussi une désinhibition et une augmentation des projets de façon inhabituelle pour la personne, donc c'est pas toujours évident à évaluer, mais des projets nouveaux et qui vont s'accompagner de comportements qui vont avoir des conséquences avec, par exemple, des prises de risques en voiture, des prises de risques dans la sexualité, dans les rapports aux autres, des changements importants au niveau professionnel, des dépenses d'argent. Et puis il y a aussi donc des symptômes physiques sur le sommeil. Le symptôme principal, c'est que les gens ils ressentent plus la fatigue. Donc en fait ils dorment plus, ou moins en tout cas, sans ressentir la fatigue. Donc en fonction du niveau d'excitation, on va définir 2 types de phases. En fait, si l'excitation elle est, alors l'ensemble de ces symptômes, la plupart sont présents, mais donc il y a une altération du fonctionnement, mais on arrive à peu près à rester un peu dans la société, on va dire. On va parler de phase hypomaniaque. Alors il faut que c'est une durée aussi de 4 jours au minimum des symptômes. Et comme dans la dépression, il faut que ces symptômes soient présents tout le temps en fait, tous les jours, toute la journée. Et quand l'excitation est plus importante, qu'elle s'accompagne d'idées délirantes et ou d'une hospitalisation, là on parle de phase maniaque. Voilà. Donc ça, c'est les 2 phases principales du trouble. Entre ces moments-là, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, ils sont qui ils sont quoi dans la vie. On parle de périodes de normothymie ou d'euthymie. Alors on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas du tout de symptômes. En fait, on sait que dans ces phases-là, il peut persister un peu des choses au niveau émotionnel, par exemple, et aussi au niveau cognitif. C'est pas systématique, mais voilà. Il y a combien de sortes de bipolarité ? Alors, si on peut s'exprimer comme ça, nous on va dire. Donc le consensus actuel, alors c'est DSM-5, c'est de dire il y a deux, il y a le trouble bipolaire de type 1. Donc type 1, ça veut dire quoi ? Ça veut juste dire que l'excitation, elle peut aller jusqu'à la manie. Voilà. À partir du moment où on a fait un épisode maniaque, c'est le trouble bipolaire de type 1. Trouble bipolaire de type 2, c'est des dépressions et plutôt des phases d'excitation hypomaniaque. Alors, c'est pas plus grave ou moins grave d'avoir l'un ou l'autre, en fait. Quand on discute avec les gens, le trouble bipolaire de type 2, il est aussi associé à une grande souffrance puisqu'il y a beaucoup de dépression. Et puis, on parle aussi de cyclothymie. Donc, la cyclothymie, c'est quand il y a des symptômes d'excitation, des symptômes de dépression, mais sans forcément avoir tous les critères pour parler de dépression caractérisée ou d'hypomanie. Voilà. Donc, quand on a dit... après, je pense qu'on parlera après du diagnostic, ouais, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une maladie qui est chronique, en fait, le trouble bipolaire. On ne sait pas la faire disparaître. On sait stabiliser les troubles avec des traitements
pharmacologiques, mais pas que. Ce qui a montré son efficacité, c'est traitements médicamenteux et traitements non médicamenteux. Et les traitements non médicamenteux qui ont fait leurs preuves, c'est la psychoéducation ou l'éducation thérapeutique. On reviendra peut-être sur ce terme. L'idée, globalement, c'est de se dire que l'info médicale, elle appartient aux gens qui sont concernés. Donc, l'idée, c'est de faire des programmes qui transmettent ces infos-là et d'aider les gens à identifier comment il est mon trouble à moi, type 1, type 2, mais aussi sur plein d'autres critères. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour mieux le stabiliser. Et après, il y a d'autres types de psychothérapie qui ont fait leurs preuves. Et ce qui marche aussi, quand on regarde dans les études, c'est aussi quand les aidants, on en parle aussi après, ont fait aussi des programmes de psychoéducation. Voilà, le diagnostic, il est c'était clinique. la question que j'allais te poser sur le temps de diagnostic, parce qu'on dit souvent que les personnes bipolaires peuvent mettre 10 ans avant d'être diagnostiquées. Est-ce que c'est toujours vrai? Et je sais que les 2 personnes ici qui se sont fait diagnostiquer, ça a mis beaucoup moins de 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer aussi dans la prise en charge des personnes qui ont un trouble bipolaire? Donc à l'échelle de ma petite carrière, qui n'est pas si grande, mais quand même un peu déjà, on voit un peu changer les choses. En fait, on disait avant qu'il fallait 10 ans, parfois 12 ans, avant que le diagnostic soit posé. C'est moins le cas aujourd'hui, donc c'est bien si ce n'est pas votre expérience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, la formation s'améliore. Aussi, ce qui peut être difficile à diagnostiquer, c'est le trouble bipolaire de type 2, parce que les gens ils viennent consulter quand ils sont déprimés. Et probablement qu'auparavant, on formait pas bien les gens à poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'il y avait des antécédents de troubles bipolaires ou pas dans la famille, est-ce qu'il y a des phases d'excitation, et à pas juste se contenter... parce que en fait, les phases d'excitation, parfois quand on sort de la dépression, elles sont super chouettes à vivre, on est content et on n'identifie pas forcément que c'est un problème. Par contre, l'entourage peut le voir en fait avant. Donc il faut aussi dans les diagnostics un peu recueillir les proches. Donc maintenant, on voit dans les groupes qu'on fait au centre expert que le délai diagnostique tend à diminuer, et tant mieux, c'est ce qui améliore la prise en charge des patients. Voilà. Merci beaucoup pour ce topo. J'espère que ça a été un peu plus clair pour vous, ce que ça veut dire la bipolarité d'un point de vue médical et scientifique. Et justement, là, on parlait du diagnostic et François et Flavie, vous avez tous les 2 été diagnostiqués. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, et est-ce que le mot bipolaire ou trouble bipolaire, lorsqu'il a été posé, ça a été un soulagement ou pas forcément? Merci. Je pense que quand le mot bipolaire, oui, il tombe, on va dire, je pense que ça ne peut pas laisser indifférent, quoi qu'il arrive, que ce soit un soulagement ou une mise en colère. Je pense que ça fait toujours un effet particulier. Et moi, je me souviens, c'est amusant parce que quand le diagnostic n'était pas officiel encore, on avait quelques murmures hypothétiques comme quoi peut-être il s'agirait d'un trouble bipolaire pour moi. Je me souviens, j'étais dans la clinique avec ma meilleure amie. Et on s'est prise dans la main, on a sautillé le long de l'allée, et moi j'ai dit je suis bipolaire, et ça m'a soulagée. Et quand c'est devenu officiel, pareil, ça a été un soulagement finalement. Et je pense que il faut faire attention à ce qu'on ne voit pas ce mot comme une étiquette figée, parce que finalement le trouble bipolaire c'est une partie de moi, mais je pense qu'on est bien plus que ce mot-là, quoi. Oui, complètement. Sur ce dernier point, complètement d'accord avec Flavie. Moi, le diagnostic qui est de bipolarité, donc de type 2, d'après ce que Emeline nous a rappelé, moi, il est arrivé après 5 ans. Donc, on peut dire, moi en tout cas, j'ai compris que je faisais peut-être parmi des chanceux ou des chanceuses qui avaient un diagnostic qui n'avait pas trop traîné, même si 5 ans de souffrance, c'est énorme. Et ça a aussi mis 5 ans, puisque effectivement, là où je rejoins ce que Emeline disait, c'est que j'étais suivi, ça a commencé par des épisodes dépressifs caractérisés qui étaient très longs, entre 4 et 6 mois. Et effectivement, quand le printemps et l'été revenaient, j'avais l'impression que mon humeur classique revenait. Et c'est seulement au bout de 5 ans qu'on s'est rendu compte que j'avais fait au moins une phase hypomaniaque de plusieurs mois, et le diagnostic a été posé à la suite de ça, à l'hôpital Fernand Vidal d'ailleurs.
Voilà, et j'habite à 200 mètres, donc je sais pas si c'est une bonne, une bonne nouvelle ou pas. Je suis complètement, enfin, moi j'ai le même ressenti que Flavie quand le diagnostic a été posé, que le mot bipolaire est arrivé. Ça a vraiment été un soulagement. Je me souviens avoir eu des larmes vraiment de soulagement parce que je me suis dit, il y aura un avant et un après. Il y a un mot qui est mis sur une réalité. Et depuis ce moment-là, il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression d'avoir une étiquette bipolaire, parce que pour moi, l'étiquette bipolaire, ça voudrait dire, encore une fois, comme ce que disait Flavie à l'instant, que la personne se réduit à ça, alors que la bipolarité n'est même pas un trait de personnalité, c'est un trouble psy avec lequel on vit plus ou moins bien, plus ou moins stabilisé, et que, en l'occurrence, à aucun moment, une personne se résume à une pathologie ou à un trouble psy. Mais je me suis beaucoup posé la question parce que, notamment via le spectacle, où on a vite tendance à vouloir catégoriser les artistes ou le type de sujet, je vois bien que pour certaines personnes, c'est ok, il est bipolaire, rien que dans le langage, alors que je préfère dire que je souffre de bipolarité et que ouais, en tout cas, je ressens pas du tout une étiquette au quotidien avec ça, du tout. Et toi, Julien, par rapport justement à ta mère qui souffre de bipolarité, enfin c'est ce dont ton film parle, est-ce que la caractéristique et le diagnostic de la bipolarité t'a aidé aussi à mieux comprendre la situation vis-à-vis de ta mère ? Bah, c'est différent parce que quand elle a été diagnostiquée, j'avais 3 ans, donc ça reste un événement. En revanche, je pense que rétrospectivement, ce dont j'ai peut-être en mémoire cellulaire, peut-être, c'est plus ces absences à répétition dans un espace-temps où je ne comprends pas ce qui se passe et sans avoir véritablement d'explication au fait qu'on a son parent qui, lorsqu'on a 3 ans et puis petit, disparaît, associé à des comportements anormaux, à des discours aussi très difficiles à comprendre, qui dépassent une forme de réalité, mais quand c'est dit par un parent, on essaye de comprendre pourquoi elle dit quelque chose qui est de l'ordre de l'absurde. Enfin, c'est quelque chose qui, il y a une forme d'amour inconditionnel et une croyance totale. Donc, je pense que c'est ça qui, en tout cas me concernant, je pense que c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre dans ma vie d'adulte, quelles étaient les répercussions peut-être dans mes rapports humains, dans pourquoi j'avais telle et telle attitude, pourquoi j'avais telle peur, et comprendre que ça venait d'un passé, peut-être d'un manque de compréhension. Donc je pense que c'est plus de ça dont j'ai à titre personnel souffert. Évidemment, quand elle a moins de 30 ans et qu'elle est diagnostiquée et qu'elle a des enfants, elle a sa souffrance et évidemment je la réduis pas en disant ça, mais je suis à un âge quand ça arrive où je suis trop petit pour comprendre ce qui arrive à la famille. Et donc, et ça, on y reviendra sur la difficulté de devenir parent de son parent et de la proche aidance. Mais avant ça, je voulais te reposer une question, Emeline, sur, du coup, en tant que professionnelle de santé, comment on peut accompagner lorsqu'on pose un diagnostic de bipolarité ? Alors, peut-être je vais parler de ma pratique un peu à moi. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un diagnostic personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a dit type 1 ou type 2, mais déjà, nous, on essaie de regarder un peu plus loin. On va regarder, alors c'est un peu technique, mais on va regarder la polarité. Par exemple, est-ce que dans la vie de la personne, il y a eu plus de dépression ou plus d'excitation ? On va regarder les séquences. Est-ce que, en fait, les excitations, elles vont être induites quand on met un antidépresseur, ou est-ce que les dépressions, elles font suite aux excitations ? Parce qu'en fait, ça, c'est pas on n'a pas les mêmes stratégies médicamenteuses derrière. Donc, on essaye de préciser ça. On essaye aussi de faire avec quelle est la personne qui est en face de nous. C'est pas la même chose de poser un diagnostic à quelqu'un qui a 60 ans, à une jeune femme de 25 ans qui peut-être voudra des enfants, à un homme de 40 ans qui voudra ou voudra pas des enfants. On va regarder est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des comorbidités, donc est-ce qu'il y a des pathologies associées. Par exemple, on sait que dans le trouble bipolaire, il y a un surrisque d'avoir des consommations de substances, d'avoir aussi un trouble anxieux. Et ça, il y a aussi plus de gens qui ont vécu des choses traumatiques. Et ça, si on ne le regarde pas,
on n'arrive pas à stabiliser le trouble. Donc nous, en fait, l'évaluation diagnostique qu'on fait, elle est aussi complète que ça. Donc on ne dit pas c'est un trouble bipolaire, on dit c'est un trouble. On pense que, selon les arguments, voilà, c'est un trouble bipolaire de tel type, avec telle polarité, avec tel truc. Et il faut toujours. Moi, je dis toujours, en fait, on peut vivre très bien avec un trouble bipolaire. Je pense que c'est important de dire ça au moment du diagnostic, parce que c'est vrai. Mais il faut un traitement au long cours, et ça, c'est vrai aussi. Et il faut des traitements aussi non médicamenteux. Mais donc, il faut toujours annoncer quelque chose, des solutions, des options, des stratégies. Et effectivement, ma vision du traitement, c'est... alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est que je pense qu'un traitement qui est adapté la décision de quel médicament, elle est partagée. Nous, on fait la décision médicale partagée. Moi, je peux dire, je pense que par exemple, c'est le lithium, et la personne en face, elle me dit, moi, j'en veux pas du lithium. Donc, on dit, ok, il y a d'autres options. Donc, on peut faire ça, etc. Et l'idée du traitement, pour moi, c'est de rendre la liberté aux gens. Parfois, ça peut être paradoxal, parce que c'est pas toujours vécu comme ça, l'idée du traitement, mais c'est de dire le bon traitement, c'est celui que vous avez choisi, qui vous convient, qui n'a pas d'effet secondaire et qui fait que votre trouble il est stabilisé et que vos choix sont vos choix en fait après, et pas, alors c'est un peu illusoire, mais le moins possible drivé par le trouble en fait. Et voilà, je pense que c'est tout ça qui est important de... Ouais, tout à fait. On en parlait, Flavie et François, de cette difficulté à trouver le bon traitement et aussi de passer outre le fait de se dire, en fait, on peut prendre des médicaments et ça peut nous permettre d'aller bien. Moi aussi, en tant que personne qui a des dépressions chroniques, la difficulté de franchir ce pas-là, il peut parfois être énorme. Et aussi, il faut parler de, parfois, les hospitalisations ne nous aident pas à avoir un rapport assez apaisé. Enfin, ce que tu fais au centre expert, c'est pas la majorité de ce qu'on voit dans la psychiatrie française, et de moins en moins au vu de l'état de la psychiatrie, et ça, on en reparlera un peu plus à la fin. Et justement, Flavie, t'en as parlé dans un texte que tu as écrit, dans un poème que tu as écrit pendant que tu étais hospitalisée. Et du coup, j'ai demandé à Flavie de nous réciter son texte, parce que je trouve qu'il dit bien aussi de la difficulté que ça peut être quand on traverse cette période de flou, d'hospitalisation. Voilà. Donc si tu veux nous lire ce poème. Alors c'est vrai que, comme Kendris l'a dit, disons que l'écriture pour moi, quand j'étais en clinique, c'était très... ça avait vraiment un aspect thérapeutique. Et donc j'ai écrit pas mal de choses et j'aime bien recueillir tous mes écrits en recueil. Et donc je vais vous lire... mais évidemment, c'est la mauvaise feuille, désolée. Je vais vous lire un... Est-ce qu'on peut soutenir Flavie? Parce que c'est pas facile de lire un texte qu'on a écrit pendant une hospitalisation devant je ne sais combien de personnes. Alors, le texte s'appelle Briser la camisole. Et donc, je vous laisse découvrir et moi, je vais redécouvrir avec vous le texte. Donc, je me rappelle bien des minuscules bourgeons prêts à éclore. Autour de ces bourgeons virevoltaient souvent ces petits êtres vivants éphémères sous la chaleur de l'été. L'herbe était haute et me piquait les doigts de pied, sans chaussettes. Je chantonnais des bouts de chansons retenus à la volée, tout en observant les abeilles. Le vent était doux autour de ma peau dans les herbes folles. Mais ici, c'est moi la folle. Les abeilles ne volent pas dans les environs et tout est fraîchement tondu. La chaleur de l'été est écrasante entre ces murs blancs. Alors je colle ma tête contre la fenêtre, observant le ciel. Oui, on pourra bien fracasser mes envies d'ailleurs, ma tête, elle sera toujours libre. Alors, je rêve. Je rêve d'autres horizons qui pourraient satisfaire mon petit cœur endormi. Alors je ferme les yeux très fort, et puis je vois les étoiles. Merci. Merci. Comment ça résonne pour vous, ce texte, avec vos différentes prismes d'expérience de la bipolarité?
En l'occurrence, merci. Je suis très très touché. Ça me rappelle pour le coup une partie de l'hospitalisation à Fernand Vidal parce que c'était notamment le printemps et que je me retrouve dans beaucoup d'images. Merci. Moi, si j'ai un truc à ajouter, c'est plus l'image que j'en ai eue. J'ai eu la chance de faire les centres psychiatriques d'Île-de-France en visite. Et donc, j'ai un classement, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Et ce qui m'a vachement troublé, c'était justement de voir ce que tu évoques dans la liberté. T'as un terme sur le fait de parler de ton cœur endormi, ouais. Et je trouve que c'est une image qui est forte parce que c'est ce qui est hyper troublant quand on voit. Alors, il y a évidemment le traitement médicamenteux, etc., qui vient d'un seul coup mettre un coup de massue quand on sort d'une phase maniaque et quand on observe ça, c'est vrai que c'est très troublant de l'extérieur parce que c'est le cœur qui est endormi et c'est toute la psyché, les membres, tous les gestes sont plus lents, la parole est plus lente et c'est vrai que c'est très troublant à observer et à voir, ouais. Et c'est très révoltant aussi. Si tu peux garder le micro, parce que justement là, j'aimerais parler de l'aidance, du fait que toi, tu as été aidant très jeune et que tu es devenu parent de ton parent, et comment on peut vivre cette inversion. Et deuxième question aussi, à quel point, du coup, le film que tu as pu faire t'a permis de transformer, comme tu me disais, ce souvenir en quelque chose de plus positif. Comment on fait franchement, on fait parce qu'on doit faire, quoi. C'est pourquoi on fait parce que finalement on n'a pas le choix. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand vous évoquiez le fait qu'on va venir se faire diagnostiquer principalement quand on est en phase dépressive parce que c'est quelque chose de beaucoup plus on s'observe, on peut s'observer dans un état et puis mais quand on est en phase maniaque, on a vraiment, je pense, tout sauf envie de se faire diagnostiquer et c'est ce qui est aussi très très difficile pour l'entourage, c'est de voir quelqu'un qui d'un seul coup se transforme en un être qui progressivement a de moins en moins de limites. Je pense que je vais pas me faire, c'est mon expérience et justement c'est de trouver le bon moment et le bon endroit pour dire là il y a quelque chose qui est pas normal, tout en se disant qu'on connaît la finalité. Ça veut dire que c'est l'hospitalisation, ça va être des mois et des mois et des mois de traitement, des mois et des mois de... Enfin, c'est violent, etc. Donc, il y a vraiment un moment qu'on redoute soi-même en disant, il va falloir le faire. Évidemment, interner son parent, c'est pas l'expérience la plus marrante qu'on peut avoir dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre... Et puis, on parle aussi vous parliez du sommeil, des dépenses aussi. À un moment, en fait, quand on voit qu'il y a quelque chose qui se passe plus très très bien et que c'est un panier percé et que le foyer commence un peu à devenir difficile à gérer, voilà, c'est des urgences. Donc, je l'ai géré comme des milliers d'enfants parce que j'étais obligé de le faire. J'ai pas toujours fait avec la même intensité, avec le même degré d'implication. Justement parce que j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs et on s'est un peu reliés. Et puis, elle n'a pas toujours été que mal. Donc voilà, il y a quand même des moments où on traverse des épisodes de vie où c'est joyeux, normal, harmonieux. Et puis pour revenir à ta question sur ce que l'art permet en termes de réappropriation de ses souvenirs, je trouve que ça a été un long processus pour moi d'écrire ce film-là parce que dans un premier temps, il est difficile à accoucher parce que j'ai franchement, c'est des choses ça ravive des moments et des souvenirs qui sont pas forcément hyper agréables. Et puis progressivement, il y a une anecdote que je peux raconter, mais en fait,
j'ai une scène dans le film qui est une scène donc c'est l'histoire d'une mère qui s'échappe d'un hôpital psychiatrique dans lequel elle est hospitalisée, qu'elle elle ne prend plus ses médicaments et donc elle est en phase maniaque et elle revient dans la vie de son fils qui lui a décidé de passer son tour et en fait va être obligé de la ramener à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle est en phase maniaque et donc va se poser un peu la question de est-ce qu'il a vraiment envie de le faire, comment ils vont se retrouver, etc. Et dans ce parcours-là, il y a un moment, elle est complètement dans ses délires et elle met de la musique et là il y a une chanson qui est Ève, lève-toi. Je déteste cette chanson. Voilà, j'ai entendu des gens crier, désolé. Pour Julie Pietri, si elle est là, non, je n'en veux pas non plus. Mais c'est pas une chanson que j'aime, et c'est pas une chanson que j'aime à titre personnel, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, ma mère, qui est bipolaire de type 1, à tendance schizophrène, se prenait dans ses phases maniaques pour le personnage de Ève dans Ève, lève-toi. Donc je déteste cette chanson. Genre vraiment, c'est un trauma. Je peux rentrer dans une boulangerie, il y a Ève, lève-toi, j'achète rien. Je pars en courant et c'est horrible. Et donc se passe l'écriture, etc. Et puis moi je mets Jennifer au soleil dans mon texte, je mets Ophélie Winter, je mets plein de morceaux et on n'a pas les droits. Boum, on n'a pas les droits, ça coûte trop cher, machin, t'as pas une autre chanson. Et on vient le moment où je dis bon, il y a bien une chanson, c'est vraiment, j'ai pas envie de la dire, mais voilà, c'est Ève, lève-toi et tout. Ah putain, trop bien, on a les droits, vas-y, c'est bon, ça part en tournage. Ça part en tournage. Et là, je vis un calvaire, littéralement. Je suis sur une journée de tournage où je suis en voiture, il y a Agnès Jaoui, William Lebguil, ça chante « Ève, lève-toi ». Je vis mon pire moment. Vraiment, genre, je suis en deux, tout le monde est dans l'équipe, tout le monde est content, chantonne et tout. Moi, je suis vraiment au bout de ma vie. Évidemment, je le dis pas, etc. Le soir, j'avais j'avais ma psy qui était là en cas de coup dur. Pendant le tournage et donc je la contacte en lui disant bon là faut qu'on fasse un truc, je sais pas pourquoi je tourne ce film, c'est n'importe quoi. Je m'en veux d'avoir fait ce choix là, je m'en veux de tout. Et puis j'arrive, je suis en montage, et puis je suis avec mon monteur, qui est un ami d'enfance, et puis on se marre, et puis les comédiens nous font rire, et puis la scène devient amusante, et puis je commence à y trouver du plaisir, etc. Et en fait, je me dis waouh, en fait, c'est un truc hyper thérapeutique, c'est que j'ai écrit un moment, un souvenir sur un souvenir traumatisant. Donc j'ai réécrit mon histoire et je l'ai rendue plus douce et et donc je me suis rendu compte par cette expérience-là qu'en fait l'art, ça permet aussi de se réécrire une histoire et de se l'approprier. Et c'est très important et c'est très essentiel. Merci. Merci pour Julie Pietri. Et toi, François, aussi, ta mère est ton principal soutien, comme tu me disais, et elle a aussi vécu des phases dépressives. Du coup, c'est un peu une question que je pose à tout le monde et qui est une question assez difficile quand on traverse tout type de maladies, et en particulier des maladies chroniques. C'est comment garder l'amour sans se dissoudre dans le soin. Vous avez 1 minute. Ouais, c'est ardu comme question. Moi, je me souviens ce qui a pu être compliqué, c'est que quand j'éclate en sanglots la première fois que cette grande tristesse et que la première dépression se déclare, ayant une relation très fusionnelle avec ma mère parce que des personnalités très proches sur plein de points, mes parents sont séparés, je grandis avec ma maman, donc il y a tout un passif à ce niveau-là. C'est forcément auprès d'elle que les masques tombent parce que c'est ma personne de référence et c'est peut-être la seule en qui j'ai vraiment confiance pour accueillir cette détresse. Et elle m'aide tout de suite. Je suis incapable de remonter à Lille pour mes études. Elle vient, elle arrête son boulot, elle est là plusieurs mois. J'appelle tous les jours au téléphone. Elle est à 700 km, elle peut rien faire. C'est vraiment. Et j'ai pris conscience il y a pas très longtemps que ça a dû être vraiment très très violent. Donc c'est mon aidante à ce moment-là, et en même temps, en commençant du coup la thérapie avec ma première psychiatre, du coup quelques semaines après,
Ma relation avec ma mère va aussi être un des premiers dossiers avant qu'il y ait le diagnostic de bipolarité. Donc à ce moment-là, c'est un état dépressif, donc je suis traité pour dépression avec des antidépresseurs qui prennent le relais. Ça va mieux petit à petit, mais tout de suite vient assez rapidement pour ma thérapeute et je me laisse guider parce que je sens que c'est vrai aussi. Le sujet de votre enfance n'a pas non plus été une partie de plaisir. Votre maman a un tempérament dépressif et on vient gratter là-dessus. Et du coup, moi, je suis dans ce truc de je parle beaucoup en séance de la relation avec ma maman et de mon papa aussi par ailleurs, mais beaucoup avec ma maman. Je comprends des choses, je prends petit à petit, vraiment tout doucement, semaine après semaine, des distances, mais dans le bon sens du terme, pour aller mieux. Et en même temps, je reste dans un état profondément de mal-être où la première personne que je vais appeler quand je tremble et que je suis tout seul dans ma chambre, c'est ma maman, à qui, évidemment, je vais pas raconter la séance, mais à qui je continue quelque part d'imposer ou de confier mon mal-être. Et du coup, ça prend énormément de temps et de temps pour moi de me déculpabiliser en me disant c'est mon aidante principale et en même temps, j'ai le droit de travailler ma relation sur ce qui a pu être compliqué et de prendre des distances et d'aller progressivement vers un mieux-être. Et aujourd'hui, tout ceci est apaisé, mais sur le moment, c'est très... j'ai un peu l'impression de la trahir. En même temps, je lui en veux de certaines choses et ça prend vraiment du temps pour que je m'apaise à ce niveau-là. Julien, et toi, comment tu as vécu justement cette prise de distance par rapport à ta mère? Comment ça t'a travaillé, etc. Comment arriver à trouver ce bon positionnement qui, moi, à titre perso, je pense qu'il est jamais trouvable, mais comment essayer de faire en sorte de petit à petit trouver l'espace pour pouvoir parler de la maladie de quelqu'un d'autre, de son parent. Franchement, je pense que on dit souvent que les premiers films sont très personnels, c'est parce qu'on n'a pas vraiment idée de ce que ça peut créer en termes de répercussions et de se retrouver face à vous pour parler de ça. Donc on est très naïf et c'est vrai qu'au moment où je l'écris, je me pose pas vraiment toutes ces questions-là et c'est un peu plus tard que je me suis rendu compte de ce que ça pouvait provoquer en termes d'incidents ou de conséquences de parler de choses très intimes à une échelle, un film en sortie nationale, etc. Donc, ce que ça implique, c'est des festivals, des avant-premières, des gens qui nous en parlent, des interviews et du coup, ça a été forcément pour moi quelque chose d'assez troublant, voire même très difficile, parce que je vois très bien que très rapidement on me pose cette question-là de est-ce que c'est une histoire personnelle, et donc j'y réponds au démarrage assez naïvement et finalement je me rends compte que c'est pas la bonne façon d'y répondre et je dis que c'est une histoire qui est inspirée de ma vie, ce qui est le cas, c'est une fiction. C'est un cadre de fiction, c'est une histoire qui est fictionnée, etc. Ça parle d'une relation que je connais, mais dans un cadre qui est complètement réécrit, etc. Maintenant, c'est intéressant de se dire à quoi ça tient, quel est votre rapport à l'histoire, etc. Donc, je vois très vite on essaye de me ramener à mon histoire personnelle, etc. Et puis j'ai vécu des expériences qui étaient aussi très douloureuses. Je pense à des avant-premières où je présente le film. Une où il y a ma mère dans la salle avec ma sœur et mes neveux et puis je dis à la salle que je suis ravi d'être dans cette salle parce que je présente le film, il y a ma mère qui est là, etc. Et puis le film se projette et puis derrière je fais un truc de question-réponse. Il y a des gens qui se pensent drôles, qui le sont pas du tout et qui prennent la parole pour en plus faire preuve d'humour et il y a un mec qui prend le micro et qui me dit j'espère que la maman elle a pris ses cachetons. Là il y a plusieurs options. Là on est face à plusieurs options. Donc j'ai ma mère qui sait que je suis à tendance impulsive, qui me dit non. Laisse-le vivre. Donc il est toujours en vie, cet homme. Mais voilà, plein de choses comme ça, où des gens qui arrivent, qui me tapent dans le dos. Alors, comment va votre mère et tout? Ça va, ma mère elle va, là, bien, la vôtre, comment elle va? Je veux dire... Bref, donc c'est pas forcément toujours simple. Et puis en plus de ça, quand une personne
doit dire j'ai mon fils qui a fait un film qui s'appelle La vie de ma mère, qui parle d'un fils qui a une mère bipolaire, et donc il parle de moi, et donc je l'ai, on en parlera du terme outé, j'ai fait un peu un truc que j'avais pas forcément imaginé, et je m'en suis parfois voulu, parfois moins, parce que j'ai vu qu'elles disent aussi que j'ai fait un biopic, donc cela raconte aussi. Donc voilà, on y trouve chacun notre compte, quoi. Il nous reste pas beaucoup de temps, et justement sur cette question de coming out, c'était difficile de faire une table ronde autour du trouble bipolaire sans parler d'une phrase qui a vraiment marqué un peu l'année sur la question de la santé mentale, le coming out de Nicolas Demorand, qui a dit « Je suis un malade mental dans un monde qui ne sait pas ce que c'est ». Je voulais un peu vous demander quelle a été la répercussion, notamment commencer par toi, Flavie, par rapport à cette phrase, et aussi ton rapport à la question du coming out. C'est vrai que c'est une phrase qui est très intéressante. Enfin, quand je l'ai lue pour la première fois, j'étais vraiment dans une espèce de compréhension envers Nicolas Demorand, qui a exprimé ce qu'il avait de manière honnête par rapport à ce qu'il pense avoir, le fait d'être malade mental. Donc au départ, c'est honnête de sa part d'expliquer comment il ressent les choses. Et d'un autre côté, je me suis dit, on n'est que malade mental parce que la société voit notre maladie comme une anomalie. Sinon, on serait juste différent. Et donc, je pense que on est malade. En fait, on n'est pas vraiment, on est malade, mais tout de suite, c'est un mot, ça a une catégorisation péjorative, je pense, d'être malade mental. Or, on a une particularité mentale, mais on peut vivre avec, et ça ne nous rend pas forcément malade comme on pourrait l'entendre. Et je pense que c'est la société la société, c'est un grand mot, mais disons que c'est une sorte de système qui va ne pas accepter qui ne va pas accepter la différence, et qui va vouloir catégoriser en disant cette personne est malade et cette personne est normale, alors qu'en fait la vie c'est tellement plus subtil, c'est tellement plus nuancé, c'est gris, c'est coloré, et c'est pas stigmatisant. Enfin, ça ne devrait pas l'être, quoi. Et il y avait une autre. Chacun, vas-y. Déjà, moi, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui communiquent sur leurs troubles. Merci du film que vous avez fait sur votre maman. Parce que, en fait, je pense que ça aide, même si on entend, c'est difficile, ça vous a confronté à plein de choses. Mais en fait, c'est très important pour nous déjà d'avoir des représentations cinématographiques de ce que c'est qu'une phase maniaque. Elle le fait hyper bien, Agnès, oui, je trouve. Parce qu'en fait, ça aide pour le diagnostic, parce que moi, je vous ai décrit ce que c'est qu'une phase d'excitation, mais en fait, ça sera jamais aussi bien que ce que vous avez montré. Donc, ça peut aider aux gens, enfin ça peut aider les gens, les proches, à dire oui, c'est ça ressemble à ça, et oui, du coup voilà, c'est la première étape. Après, je trouve que plus il y a de personnes qui communiquent, plus il y a il y a d'autres films, il y a d'autres spectacles, etc., plus ça donne des possibilités d'identification aux gens qui souffrent du trouble. Plus ça diminue le stigma, je pense. Donc ça me semble toujours très important. Nous, on a une espèce de... On lit les trucs, on regarde, on recense, et puis on donne en fait aux gens aussi un peu une biblio sur ce qui peut aider. Ça peut aider aussi à parler aux proches, ça peut aider aussi à divulguer le trouble, donc ça c'est une première chose. Pour la question de la phrase de Nicolas Demorand, alors c'est un truc un peu qui m'est cher. Déjà, je sais aussi que votre film il a été projeté à l'Assemblée nationale, non ? Et ça me semble aussi super que des politiques puissent voir à quoi ça ressemble une phase maniaque. Parce que... non, mais c'est vrai. À savoir, ça ressemble à eux, en fait. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je trouve que, en fait...
moi, je travaille pas en santé mentale. Moi, je travaille en psychiatrie, en fait. Je suis psychiatre. Et j'ai pas, enfin voilà, c'est mon métier. Donc, par le terme, là, on est en 2025, c'est l'année de la santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai, quoi ? Quand il y a eu des plans pour la maladie d'Alzheimer, on n'a pas fait des plans sur la santé cognitive, quoi. On a dit, voilà, il y a une maladie, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, par le terme de santé mentale, je trouve que, en fait, c'est la santé, le bien-être psychologique, social, psychique de la population. Mais c'est un peu une façon, je trouve, de cacher une partie du vrai problème, qui est le caractère exsangue du système psychiatrique. Donc, les gens qui ont le plus besoin de... Et je dis pas que voilà, la santé mentale, c'est très important pour tout le monde, mais les gens qui ont besoin d'argent et qui ont besoin d'aide en ce moment, c'est les gens qui sont sur un brancard aux urgences de la Riboisière et qui attendent un lit parce qu'en fait, il y a des lits de psychiatrie en Ile-de-France qui sont fermés. C'est les patients... Et du coup, je trouve que, en ce sens, la phrase de Nicolas Demorand, elle remet un peu l'église au milieu du village en disant, bah oui, en fait, il y a des maladies psychiatriques. C'est le trouble bipolaire, la schizophrénie, l'autisme, les troubles alimentaires, les troubles de la personnalité. Et avant tout, c'est à eux que doit aller l'argent, l'investissement et l'attention. Voilà. Donc, voilà, c'était un message important. Merci. Je crois qu'il va falloir conclure. Est-ce que tu veux conclure, François ? Sur cette question, enfin sur ce que tu veux, mais un peu plus aussi parler de ton spectacle et de ton livre. Et j'annonce d'ailleurs qu'il y aura une dédicace de son livre à 16h. Donc si tu peux aussi en parler de ce travail-là de coming out, notamment aussi en lien avec ton homosexualité, le fait de se montrer en avant et cette bonne distanciation aussi à avoir. Bon, bref, essaye de faire une conclusion. Ok. Beaucoup de sujets. Oui, très rapidement pour rebondir en tout cas sur la question des représentations médiatiques et cinématographiques. Moi, j'avoue que et ça m'arrive encore des fois actuellement, d'alterner entre j'ai été hyper content de l'annonce de Nicolas Demorand de son diagnostic de bipolarité et donc le terme qu'on peut trouver un peu coup de poing de maladie mentale. Et en même temps, je suis persuadé que s'il n'y a pas malheureusement, on ne devrait pas en arriver là, mais tant qu'il n'y a pas de visibilité médiatique très large, je constate qu'il y a plein de sujets de société globalement qui n'avancent pas. En même temps, je suis très déçu, mais pas surpris que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a des millions d'auditeurs et qui parle de troubles psychiatriques qu'il y a plus de moyens qui sont alloués dans les politiques publiques, et ça, c'est tragique, vraiment. Donc, au début, des fois, je me suis dit, ok, maladie mentale, moi, ça me heurte un petit peu. Je préfère parler de particularités psychiques parce que je trouve que ça convient bien à la réalité de ce que peut être les troubles bipolaires, mais comme plein d'autres troubles psychiques. Donc, j'alterne un peu, mais les deux me vont. Moi, je me suis rendu compte avec le spectacle que j'ai la chance de jouer Heureux soit les fêlés, que oui, c'était important et peut-être plus que ce que je n'avais imaginé au départ, parce que je me suis dit, ça part d'une histoire personnelle. Et j'ai l'intuition que ça concerne beaucoup de personnes et que ça peut faire du bien, mais j'avais pas saisi l'ampleur des discussions que je peux avoir avec des personnes à la sortie du spectacle et qui me disent des fois, moi je suis pas spécialement concerné, en tout cas j'ai pas de diagnostic, j'ai pas l'impression d'avoir un trouble psy, mais en fait ça permet de mettre des mots sur une réalité qu'on a souvent cachée. Et en fait je suis venu parce que j'aide une personne qui a des troubles psy, ou alors je pense que une personne dans mon entourage est concerné et ça pourrait peut-être l'intéresser, et en ça je me dis bon, si on peut faire un tout petit peu avancer en allant plus loin que de parler juste de son histoire personnelle, c'est chouette. Et l'exercice du livre qui parle donc du même parcours d'un jeune homme qui souffre d'un trouble bipolaire, gay et ancien patineur artistique, ça a été une démarche un peu différente parce que comme le format est plus long, ça m'a permis d'aller creuser plus loin, et notamment pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur
les relations familiales et aborder un petit peu plus, pas dans des termes médicaux, mais on le sait, notamment la bipolarité. Oui, il y a une partie chimique, mais il y a aussi la manière dont on grandit, l'environnement, tout ce qui va concerner après son propre environnement. Est-ce qu'on travaille de nuit ou pas dans un milieu qui est sujet aux consommations de stupéfiants ou non, plus concerné. Donc c'est très très complexe tout ça, et le livre a été l'occasion de dévoiler le parcours de manière plus détaillée et peut-être plus sensible, avec certes de l'humour, mais contrairement au spectacle, peut-être de manière plus introspective. Et à cette occasion-là, je me suis rendu compte avec l'écriture du livre que le diagnostic de bipolarité qui me concerne, qui est arrivé au bout de 5 ans, peut-être, et c'est vraiment juste une hypothèse, j'en sais rien, moi, l'acceptation de mon homosexualité, tout ce qui a tourné autour de l'orientation sexuelle, a été quelque chose de très compliqué pour moi à assumer. Et je me demande parfois à quel point je mets des guillemets là-dessus, mais c'est comme ça que j'appelle les dossiers que j'ai traités en thérapie, dont l'orientation sexuelle a fait partie, à quel point ça n'a pas aussi été l'arbre qui cache la forêt, et que du coup on a pu penser que c'était la cause principale, par exemple, de mes dépressions pendant longtemps, avant de se rendre compte qu'il y avait peut-être autre chose. Mais bon, en même temps, dans les phases hypomaniaques, voilà, j'étais sur le Tour de France en slip de bain et personne ne me voyait, donc c'était compliqué à diagnostiquer. Voilà. Ouais, je sais pas.